Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures à la une dans l'actualité. À la une au sommaire, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a présidé les travaux de la 8e séance du Conseil des ministres. Et enfin, dans l'actualité internationale, au Kenya, des inondations catastrophiques à Garissa. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Sous la présidence de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République et chef du gouvernement, a eu lieu en ce mardi 14 mai 2024 la 8e séance du Conseil des ministres où 6 questions étaient inscrites à l'ordre du jour. La première question qui a été examinée et approuvée est le projet e-cabinet initié par le ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation qui bénéficie de l'appui technique de l'ANCI. Ce système est conçu pour renforcer la gouvernance et l'efficacité administrative à travers la digitalisation des processus décisionnels du gouvernement. Écoutons le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires, M. Ali Hassan Bahdoun, et ministre par intérim des Affaires étrangères de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement. Sous la présidence de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef de gouvernement, a eu lieu ce mardi 14 mai 2024 la 8e séance du Conseil des ministres à la présidence de la République. Ont été examinés et approuvés les textes suivants. Ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation. Première question, communication sur les services e-cabinet et e-permis de construire. Le projet e-cabinet initié par le ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation bénéficie de l'appui technique de l'ANSSI. Ce système est conçu pour renforcer la gouvernance et l'efficacité administrative à travers la digitalisation des processus décisionnels du gouvernement. Cette solution numérique vise, entre autres, à optimiser la gouvernance, améliorer la coordination interministérielle et rendre efficiente la chaîne de validation des textes juridiques. Ce système centralisera la gestion des ordres du jour, des propositions, des documents de référence et des archives, assurant une préparation efficace et une conservation adéquate des informations. En plus de faciliter la communication et le partage des documents sécurisés entre les ministres et les ministères et les entités gouvernementales pour une prise de décision rapide et éclairée, e-cabinet intégrera un mécanisme robuste pour le suivi et la gestion des textes juridiques tout au long de leur cycle de vie. E-cabinet vise à étendre et à enrichir les capacités de gestion documentaire de l'administration en intégrant les fonctionnalités avancées dédiées à la gestion de processus décisionnels de haut niveau, tout en assurant une interaction fluide entre les systèmes. D'autre part, le ministère a informé que la plateforme e-permis de construire remplacera le processus actuel de délivrance du permis de construire. En effet, face aux défis majeurs en termes de lourdeur et de complexité et du coût nécessitant de nombreuses étapes manuelles et interactions avec divers intervenants, une solution en ligne est proposée pour rationaliser et améliorer ce processus. Cette solution proposée comprend un portail en ligne offrant les avantages significatifs pour toutes les parties prenantes impliquées dans le processus de délivrance du permis de construire. Les fonctionnalités clés incluent un examen automatique des plans, des flux de travail automatisés, des API pour les fichiers de dessin et des SLA définis et une expérience unifiée de bout en bout. Les principaux avantages sont que les architectes, ingénieurs, constructeurs bénéficieront d'une soumission simplifiée des paiements en ligne et d'un suivi en temps réel de leurs demandes. De même, les fonctionnaires auront un accès en ligne pour une gestion efficace des demandes de permis de construire. En outre, les citoyens et les entreprises profiteront d'un traitement plus rapide, des frais transparents et d'une visibilité accrue sur l'état de leurs demandes. Enfin, la mise en œuvre de cette solution permettra d'optimiser le processus de délivrance du permis de construire, favorisant un développement urbain plus efficace, transparent et durable pour toutes les parties prenantes impliquées. Le ministère de l'économie
et des Finances chargé de l'industrie. Deuxième question. Projet de loi portant ratification de l'accord de financement additionnel pour le projet de gestion économique et de développement de statistiques. Le projet de loi a pour objet la ratification d'un accord additionnel d'un montant de 5 millions de dollars, soit plus de 896 millions de francs Djibouti, entre la République de Djibouti et l'Association internationale de développement LIDA, en faveur donc d'un projet de gestion économique et de développement de statistiques. Le projet a pour but de renforcer les capacités de l'Institut national des statistiques de Djibouti, l'INSTAD, à produire et à diffuser des statistiques fiables et régulières, ainsi qu'à moderniser un certain nombre d'outils et de processus de gestion de l'économie et des finances publiques. Les fonds supplémentaires soutiendront la réalisation d'un recensement général de la population et de l'habitat, d'un recensement général des entreprises et d'une enquête auprès des ménages publics en matière de développement économique et d'adaptation au changement climatique. Le projet comprend également des mesures d'évaluation des risques climatiques et de la vulnérabilité de la population qui permettra d'apporter des éléments essentiels à l'appui du programme d'action pour l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à ses effets. Ces données seront importantes pour permettre à l'Institut de la statistique de Djibouti de poursuivre efficacement ses opérations statistiques nationales essentielles. Il palliera aussi au déficit de financement nécessaire pour la mise en œuvre des recensements de la population, ainsi qu'à l'enquête sur le budget et les actions de ménage, et contribuera également à la gestion du projet. Ce projet contribuera à la poursuite des réalisations obtenues dans le cadre du projet initial qui était axé sur le renforcement du système des statistiques nationales. Ministère de la Santé. Troisième question. Projet de décret portant réglementation des structures de santé du secteur privé. Le présent projet de décret définit et fixe les règles d'organisation et de fonctionnement des structures de santé du secteur privé. Ces structures de santé du secteur privé sont réputées complémentaires aux établissements publics et participent à l'offre des soins dans les conditions prévues par la loi n 48 AN 99, 4e législature, portant orientation de la politique de santé. Elles jouent un rôle significatif dans la fourniture des services médicaux complémentaires au système de santé publique. Elles sont également chargées d'assurer les prestations médicales et sanitaires de qualité accessibles à l'ensemble de la population. Elles constituent un atout pour le service public de santé. Le projet de décret prévoit les conditions d'ouverture et d'exploitation des établissements de santé privés et fixe également les normes techniques relatives aux équipements médicaux pour assurer l'accessibilité, la disponibilité et la qualité des soins requises. Cette initiative découle des conclusions du Symposium national de santé de juin 2022. Quatrième question, projet de décret portant conditions et modalités d'exercice des activités privées de médecins et dentistes affectés au ministère de la Santé. Le projet de décret a pour objet de préciser les conditions et les modalités d'exercice des activités privées des médecins affectés dans les structures sanitaires de troisième niveau dépendant du ministère de la Santé. Les professionnels de la santé sont au cœur de notre système de santé et jouent un rôle considérable dans la qualité des services médicaux délivrés à la population. Ce projet de décret vise à établir les conditions et modalités d'exercice des activités privées, tout en veillant à ce que les engagements envers les services publics ne soient pas compromis. Il autorise donc, sous certaines conditions, les professionnels du secteur de la santé à exercer les activités privées lucratives. Ce texte prévoit que ces activités privées fassent l'objet d'une convention ou accord écrit entre le praticien et la direction de la structure sanitaire concernée. L'exercice des activités privées des médecins et dentistes, bien qu'une composante légitime de leur pratique, nécessite une réglementation adéquate pour prévenir les conflits d'intérêts, garantir une médecine de qualité accessible à tous. Ainsi, le projet de décret vise à remplacer l'arrêté 2006-0474 régissant cette activité. Le ministère de l'Énergie chargé de ressources naturelles. Cinquième question.
projet de décret portant protection des sites d'intérêt minier. Le projet de décret a pour objet la protection et la sauvegarde de l'intégrité des ressources minières contre toute altération ou destruction volontaire ou involontaire. Le projet de décret définit les sites d'intérêt minier comme des zones identifiées ayant le potentiel de contenir des ressources minérales exploitables. Ainsi sont interdites sur ces zones A. Tous travaux portant atteinte aux ressources minières, B. Toute installation ou occupation de ces sites, C. Toute forme de pollution de surface ou souterraine, et D. Toute exploitation non autorisée. Le ministère de l'Énergie chargé des ressources naturelles établira par voie réglementaire et ultérieurement une liste des sites d'intérêt minier. L'adoption de ce nouveau cadre juridique renforce les dispositifs de contrôle de l'État sur le secteur minier. Ministère du Budget. Sixième question. Projet d'arrêté portant attribution d'un parcelle de terrain au profit de l'entreprise de Wale Construction. Le projet d'arrêté a pour objet l'attribution au profit de l'entreprise de Wale Construction d'une parcelle de terrain située dans la zone Gelle-Bettel et d'une superficie de 9500 m². Cette parcelle de terrain est destinée à la réalisation d'un projet immobilier. Eh bien, lors du Conseil des ministres, le projet de décret qui avait pour objectif la protection et la sauvegarde de l'intégrité des ressources minières contre toute altération ou destruction volontaire ou involontaire a été examiné et approuvé. Récoutons le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires, porte-parole du gouvernement par intérim. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a fait un compte-rendu sur la visite d'État du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, en Guinée-Bissau le 5 mai 2024. Le président de la République a eu un entretien avec son homologue, le président Umaru Sissoco Embalo. Cette visite a été marquée également par une distinction faite au président de la République, qui a été décoré de la plus haute distinction délivrée par la République de Guinée. Le ministre a également fait un rapport sur la participation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, au 15e sommet de l'Organisation de coopération internationale qui s'est tenu le 4 et le 5 mai 2024 à Banjul, en Gambie. La ministre de la Jeunesse et de la Culture a fait un rapport sur la deuxième édition du Salon du Livre de Djibouti qui s'est tenu du 24 au 28 avril 2024 et rappelle que cet événement a coïncidé à un jour près avec la célébration de la Journée mondiale du Salon du Livre et du droit d'auteur instituée par l'UNESCO, ayant pour slogan « Littérature et jeunesse » de l'oralité à l'écriture. L'Éthiopie a été le pays mis à l'honneur, placé sous le patronage du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Cette édition a été organisée par le ministère de la Culture par le biais de l'Agence nationale de la promotion de la culture. Le Salon du Livre a mis l'accent sur l'importance capitale que revêt la dynamique littéraire, linguistique et les perspectives porteuses qu'elle promet dans le développement national. Cette deuxième édition du Salon du Livre de Djibouti a tenu ses promesses en élargissant le nombre de pays participants par les acteurs de différentes nationalités et surtout le volume des livres présentés au public et potentiels lecteurs et lectrices. Pour cette édition 2024, le Salon du Livre de Djibouti a vu des participations d'institutions et d'organisations comme l'OIF, l'UNESCO et l'ALESCO. Les maisons d'édition et les libraires privés et publics ont assuré une exposition permanente des livres dans le hall de la Bibliothèque et Archives nationales. Une table ronde sur la problématique du coût du livre et sur les défis auxquels sont confrontés les éditeurs djiboutiens a été également organisée le 24 avril 2024. Ce salon du livre revêt une importance fondamentale dans l'avenir du livre à Djibouti, qui a franchi une étape importante en vue de reconnecter le livre à la littérature. Enfin, les objectifs escomptés ont été atteints car le Salon du Livre vise d'abord à être un espace ouvert d'échange, d'expérience et d'expertise entre tous les acteurs de la chaîne du livre, d'être un moment propice à la promotion de la lecture, et 3,
de l'écriture et au développement de l'industrie du livre, de l'édition, ainsi de valoriser le patrimoine documentaire national. Le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme a fait un compte-rendu sur sa participation à la 10e édition du Forum régional africain sur le développement durable qui a eu lieu du 23 au 25 avril 2024 à Addis Abeba. Le ministre a également fait un rapport sur la commémoration du 30e anniversaire du génocide du Rwanda qui a eu lieu le 7 avril 2024 à Kigali. Pour prolonger les événements du 30e anniversaire du génocide, une cérémonie de commémoration a été organisée également à Djibouti le 18 avril 2024. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a fait également un compte-rendu sur sa visite de travail qu'il a effectuée à Abidjan du 22 au 26 avril 2024. Lors de cette visite, le ministre de l'Éducation et de la formation professionnelle a eu des entretiens avec son homologue ivoirien et a procédé à la signature d'un accord cadre de partenariat visant à développer et à renforcer la coopération dans le domaine de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage entre la République de Djibouti et la République de la Côte d'Ivoire. Pour assurer l'exécution et le suivi de cet accord, un comité technique mixte sera mis en place. Il a fait également un rapport sur sa participation à la 60e édition ministérielle de la COFEMEN qui s'est tenue du 23 au 26 avril 2024 à Abidjan. Le ministre de l'Économie et des Finances a fait un rapport sur l'état d'avancement du recensement de la population, de l'habitat, recensement numéro 3. Ce recensement est une opération statistique qui consiste à recueillir, regrouper, évaluer, publier et diffuser les données démographiques, économiques et sociales se rapportant à un moment donné à tous les habitants de notre pays. Notre pays, par l'entreprise de l'Institut des statistiques de Djibouti, réalise le 3e recensement général de la population et de l'habitat général, qui s'inscrit dans la dynamique et la série de recensements 2009 avec l'utilisation de nouvelles technologies de collecte de données telles que les GPS, des tablettes ou smartphones. À ce jour, les activités réalisées et en cours sont la cartographie censitaire générale, les dénombrements pilotes et le dénombrement principal qui a été lancé par le président de la République le 19 avril 2024. Ce recensement de la population s'est étalé sur une période de 25 jours durant lesquels quelques 1550 agents affectés à cette tâche ont réalisé ces travaux. Enfin, les prochaines étapes du recensement général de la population 3 sont la publication des résultats provisoires prévus en juin 2024, le nettoyage des traitements des données en août 2024, l'analyse des données et la publication du rapport thématique prévu en septembre et décembre 2024, la réalisation de la monographie et projection démographique et Atlas en janvier 2025, entre janvier et avril 2025. Et enfin, la mise en place d'un système d'information géographique, SIG, la création d'une base de sondage et la mise à disposition des données en open data entre mai et juin 2025, ainsi que la valorisation des produits du RGPH 3 et la clôture du processus prévu en juillet 2025. Le ministre des Infrastructures et de l'Équipement a fait un compte-rendu sur sa participation à la cérémonie clairement officielle de transfert de gestion de l'exploitation et de maintenance du chemin de fer djibouti-éthiopien par le consortium chinois Chinese Railway Construction Corporation en Éthiopie et à Ethiopia Djibouti Railway Corporation. Enfin, le ministre du Commerce et du Tourisme a fait un rapport sur sa mission de participation à la 3e session du Forum arabe de la coopération économique avec les pays d'Asie centrale à Azerbaïdjan sous le thème Perspectives de coopération conjointe entre ambition et défis qui s'est tenu du 29 au 30 avril 2024 à Doha. Merci beaucoup. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, qui a accueilli ce soir son homologue somalien, l'honorable Cheikh Aden Mohamed Nour Medoube, à l'aéroport international d'Ombouli. Entouré des membres de son bureau, composé de la première et seconde vice-présidence, les honorables Safia El Medjibril
et l'honorable Omar Ahmed Ouaïs et l'honorable Saliban Daharbile, ainsi que le président du groupe d'amitié Djibouti-Somalie, Djibril Abdillahi, également les honorables Chouri Ali Aynan et l'honorable Aïcha Habib Mohamed, membres du même groupe, étaient également présents. Une délégation composée de plusieurs parlementaires, parmi l'honorable Mohamed Abdullahi Hassan, chef of whip of the House of the People, l'honorable Saad Omar Mohamed, comité chairperson, l'honorable Abdullahi Hussein Ali, ainsi que l'honorable Abdi Ibrahim Warsame et l'honorable Abdul Qadir Omar Ma'alin, l'honorable Mahmoud Abdul Qadir Haji, ainsi que l'honorable Zainab Mohamed Amir et M. Abdurrahman Mohamed Abdullah, secrétaire général of the House of the People, et M. Mohamed Hussein, ainsi que Hassan Ali Mohamed, chef du protocole, et M. Daher Ahmed Mahmoud, celui de la sécurité. Et bien, suite à l'accueil, les deux parties ont engagé des discussions préliminaires dans le salon d'honneur de l'hôtel Haïla. Au cours de cet échange, son Excellence l'État Mohamed l'État a mis en lumière l'importance historique et stratégique de cette visite. Pour sa part, l'honorable Cheikh Aden Mohamed Nour Medobe a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité offerte tant à lui-même qu'à sa délégation qui l'accompagne. Il a également réitéré son engagement à fortifier les liens de fraternité et de coopération entre les deux institutions législatives. Il a noté que demain, lors d'une séance spéciale, le président du Parlement somalien, Cheikh Aden Mohamed Nour Medobe, prendra la parole devant l'Assemblée nationale. Direction Bahreïn, où l'ambassadeur de Djibouti au Caire et représentant permanent de Djibouti auprès de la Ligue des États arabes, M. Ahmed Ali Barre, a participé aux travaux de la réunion du Conseil économique et social au niveau ministériel préparatoire au Conseil de la Ligue des États arabes qui s'est tenu dimanche dernier dans la capitale Manama. Au cours de la session, l'ambassadeur a prononcé le discours devant les ministres arabes de l'économie et des affaires sociales. Au cours de cette réunion, il a exprimé les remerciements de notre pays au royaume frère de Bahreïn pour avoir accueilli et bien organisé cette session, soulignant la nécessité d'unifier les visions et les positions afin de réaliser la solidarité et renforcer les capacités arabes à faire face aux défis régionaux. Dans son discours, l'ambassadeur de Djibouti et représentant permanent de notre pays à la Ligue arabe, M. Ahmed Ali Barre, a prononcé un discours pour indiquer l'importance du sommet de la Ligue arabe pour renforcer l'unité des États membres de la Ligue arabe. Il a indiqué que ce 33e sommet des chefs d'État et de gouvernement va contribuer à aborder la nécessité d'unifier les visions et les positions afin de réaliser la solidarité et l'interdépendance, renforcer les capacités arabes à faire face aux défis régionaux et internationaux actuels, soulignant le soutien de notre pays à tout ce qui est en faveur de la réalisation des exigences de la grande zone de libre-échange arabe et l'établissement de l'Union douanière arabe pour mettre pleinement en œuvre les stratégies arabes communes sur le terrain, telles que la stratégie arabe pour la jeunesse, la paix et la sécurité et la stratégie arabe pour la formation et l'enseignement technique, tout en promouvant un nouveau contrat social. Enfin, l'ambassadeur a ajouté que le dialogue social pour parvenir à un avenir sûr, juste et durable dans lequel tous nos pays arabes bénéficient d'une part abondante du développement durable. L'ambassadeur a conclu ses propos par exprimer le soutien contenu de notre pays à la cause palestinienne et la nécessité d'efforts conjoints pour l'atténuer et l'atténuation de la souffrance dans laquelle vit le peuple palestinien, soulignant la nécessité d'éliminer tous les obstacles et défis qui empêchent la mise en œuvre du plan de réponse d'urgence pour faire face aux répercussions économiques et sociales de l'agression israélienne contre l'État palestinien, saluant la résolution récemment publiée par les Nations Unies concernant sa recommandation d'accorder à l'État frère de Palestine le statut de membre à part entière aux Nations Unies, appréciant les efforts déployés par les pays arabes pour tenir cette session pour répondre aux aspirations de tous les peuples arabes. Je vous emmène cette fois-ci aux Pays-Bas où le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, M. Younis Ali Guedi, a pris part hier à Rotterdam, aux Pays-Bas, aux travaux du sommet d'exposition mondiaux 2024 sur l'hydrogène, World Hydrogen 2024 Summit Exhibition. Le ministre
représente en effet la République de Djibouti à cet important événement à la tête d'une délégation composée de son conseiller technique, du directeur de l'énergie, Goulet Mohamed Jama, organisé par le Conseil de l'énergie durable en étroite coopération avec le gouvernement néerlandais, la ville et le port de Rotterdam et la province de Hollande. Ce sommet est le plus grand événement mondial sur l'hydrogène et un rendez-vous incontournable des acteurs clés de la filière hydrogène mondiale. Elle rassemble plus de 2000 délégués de haut niveau venus du monde entier, dont des ministres d'énergie, des PDG, des représentants des organisations internationales, ainsi que des investisseurs. L'objectif poursuivi était de discuter des stratégies de déploiement de l'hydrogène dans le monde, de partager les meilleures pratiques d'échange sur les voies et moyens susceptibles d'assurer le développement des projets visant à faire progresser le développement de ce produit novateur dans le monde et surtout de réseauter avec toutes les parties prenantes de l'énergie. La cérémonie solennelle d'ouverture a été présidée par le ministre du Climat et de la Politique énergétique, vice-premier ministre du gouvernement des Pays-Bas, M. Rob Leijten, lors du salon de l'exposition qui ont suivi l'ouverture officielle de cet événement clé du calendrier de l'industrie et de l'hydrogène. Plus de 15 000 professionnels du secteur ont pu rencontrer plus de 500 exposants des gouvernements, du secteur privé, des institutions universitaires pour définir l'ordre du jour du monde en matière de déploiement d'hydrogène. Retour à Djibouti à présent, où le département de la Bibliothèque et des Archives nationales a abrité hier une cérémonie de remise des attestations aux jeunes volontaires qui se sont investis avec fierté et patriotisme pour contribuer au succès de la deuxième édition du Salon du Livre, désormais de portée internationale, qui s'est déroulé du 24 au 28 avril 2024, sous le patronage de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Boumil Assoui. Rappelons que l'événement a rassemblé sur place, outre la ministre, les conseillers techniques de la ministre, le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de la culture, Mohamed Hussein Douali, la responsable du département de la bibliothèque, la directrice de l'insertion sociale et du volontariat et plusieurs hauts cadres du ministère ainsi que les jeunes volontaires. Cette cérémonie est organisée pour la remise des attestations en l'honneur des jeunes volontaires. C'est une preuve d'encouragement et de motivation à l'égard de l'engagement louable et honorable des jeunes qui ont prêté main forte tout au long des activités durant 5 jours consécutifs avec abnégation et enthousiasme. L'éminent écrivain périphérique, commissaire de la seconde édition du Salon du Livre, subvisé, Omar Youssouf a évoqué et partagé avec l'assistante ses expériences durant sa jeunesse dans le scoutisme, dans le volontariat et le bénévolat. Ce principe du volontariat est tout nouveau à Djibouti. Beaucoup d'autres pays africains et bien sûr occidentaux ont déjà employé. Ils ont vraiment mesuré le succès de ce programme. Depuis la nomination de Dr Hibo à ce département, elle a vraiment tenu à ce que ce programme soit mis en place. Ça fait presque 3 ans maintenant. Et maintenant, il est en dernière ligne droite dans le but de créer, de mettre en place le cadre juridique pour que ces programmes soient opérationnel. Ça aide à relever les défis que rencontrent les jeunes dans la vie de tous les jours, surtout l'oisivité et le chômage. Il y a beaucoup de bénéfices et beaucoup d'avantages à ce programme que vont retirer les jeunes de ce programme-là. En premier, le développement personnel, la confiance en soi. Vous êtes diplômé, vous avez décroché de l'école, quel que soit votre profil, ça donne de la confiance en soi. De pouvoir chaque matin participer à un programme, que ce soit dans l'aide communautaire, quel que soit le domaine dans lequel vous serez déployé. Deuxième chose, c'est les gains d'expérience et de compétences. Par exemple, pendant 5 jours, vous avez été mobilisé dans les salons du livre, mais vous avez tissé des liens que vous n'aviez pas avant. Et donc, on ne peut pas résumer ici. Mais ce qu'on veut à travers ce programme, et c'est vraiment l'ambition première de Madame la ministre depuis sa nomination à travers la politique du président de la République, bien sûr, c'est que les jeunes, quel que soit leur profil, soient engagés dans la communauté, dans le développement socio-économique du pays. Bonjour, je m'appelle Hassan Mohamed Ibrahim. Aujourd'hui, on se trouve à la Bibliothèque nationale pour la remise des certificats aux jeunes volontaires du Salon du Livre. Je voudrais remercier la ministre de la Jeunesse pour nous avoir donné cette opportunité, mais surtout que l'aventure vient de commencer. Eh bien, le directeur général s'est dit honoré que l'Agence nationale pour la promotion de la culture puisse accueillir aujourd'hui cette cérémonie de remise des attestations pour les jeunes volontaires. Ce dernier a remercié les jeunes pour leur participation
et appui. Écoutons-le. Dans cette cérémonie vraiment qui démarre avec un type de relation dans notre société ici à Djibouti, est excellente. Donc voilà, soyez les bienvenus et comme disaient mes collègues, c'est vraiment être volontaire, c'est appuyer au développement de sa propre vie et de celle de sa société. Je pense que c'est une très très bonne chose, quelque chose qui n'a jamais été légiféré, va être depuis avec son Excellence Madame la Ministre. Donc félicitations, bravo à tous les volontaires et à ceux qui ont aidé à ce que les salons se passent dans de bonnes conditions. Je vous remercie. Pour sa part, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoué, s'est d'abord félicitée de présider cette cérémonie de remise des attestations dont l'essence profonde suscite notre soutien, a-t-elle dit, pour un acte digne d'être valorisé. Le volontariat, a précisé la ministre. Écoutons-la. Je sais que c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec les jeunes, un jeune volontaire, parce qu'aujourd'hui on peut vous donner ces statuts-là, puisque vous l'avez expérimenté. Disaient mes collègues, vous n'êtes pas collègues, vous êtes camarades. Le volontariat n'est pas un travail, c'est très important de le dire. C'est une transition qui vous mène vers le travail. C'est-à-dire nous ne vous offrons pas des postes de travail. Nous vous accompagnons pour mieux vous insérer économiquement. C'est très important de le dire. D'accord ? Et un autre qui témoignait disait « Nous avons beaucoup appris ». C'est ça finalement le volontariat, c'est de vous aménager des opportunités où vous allez pouvoir prêter main forte. Je le dis main forte parce que souvent le travail manuel est un travail digne et honorable. C'est très important de le valoriser. Donc souvent les gens pensent que celui qui travaille avec ses bras est un peu moindre que celui qui travaille avec sa tête. Non, nous on souhaite que les jeunes travaillent avec leur tête, avec leur corps, mais aussi avec le bras. Et aujourd'hui on veut que la jeunesse fasse encore mieux. On veut que vous deveniez de génies et on veut que vous utilisiez toute votre créativité pour pouvoir profiter de ces occasions qu'on vous offre. Nous on vous offre des occasions où vous allez être en contact des gens, des véritables professionnels dans de métiers qui existent depuis longtemps, mais aussi dans des métiers nouveaux. Nous l'espérons, puisqu'on veut vous pousser aussi vers ce qu'on appelle le métier du futur, comme le métier du numérique, mais aussi de la créativité et le métier culturel. Donc c'est ça, c'est vous offrir des opportunités d'apprendre des métiers ou de se rapprocher de métiers ou d'essayer d'expérimenter dans des opportunités qui vous permettent d'être au contact avec des véritables professionnels, comme ça l'a été avec le Salon du Livre. Vous avez été au contact des écrivains, des gens qui écrivent depuis longtemps. Vous avez été au contact avec des éditeurs. Vous avez été au contact avec de libraires. Je savais que vous étiez les premiers à arriver et que vous ne rechigniez pas aux différentes activités sur les différents sites. Donc vous étiez là et vous avez participé au succès du Salon du Livre. Et rien que pour ça, vous méritez les applaudissements. Bravo. On va continuer à expérimenter et comme disait Neima, on va maintenant travailler sur la formalisation, l'institutionnalisation du programme. Le gouvernement est en accord, donc vraiment il va nous accompagner dans ce sens-là. Le monde entier a ce principe de volontaire qui est un principe qui témoigne de votre attachement à votre pays, votre amour de la nation, votre engagement dans tous les processus de développement socio-économique. Le président de la République était interviewé ce matin même au Forum des investissements et il disait aux jeunes, utilisez votre intelligence, utilisez votre génie, utilisez votre créativité et vous n'avez pas besoin d'être de simples fonctionnaires pour arriver encore plus et pour faire de Djibouti un pays qui rayonne à l'échelle nationale, mais surtout à l'échelle internationale. Autre cérémonie, cette fois-ci, c'était une cérémonie haute en couleur qui a été organisée aujourd'hui en l'honneur du colonel Ouash Omar Aboukare, commandant de la garde côte djiboutienne. L'objectif de cet événement est de mettre en lumière les efforts consentis par le colonel en faveur des personnes handicapées, ce qui a débouché par la remise du certificat de reconnaissance AMI Handicap,
Le directeur général de l'ANPH, M. Doual Sihil Mahamoud, a décerné ce label au colonel Ouache Omar Bokoré en tant qu'ami dévoué des personnes en situation de handicap. Le colonel s'est distingué par sa contribution remarquable à une société inclusive et équitable. En conclusion, il a affirmé que les actions entreprises par la NPH méritent d'être saluées, c'est qu'il restait disposé à renforcer davantage leur collaboration. La cérémonie se conclut avec la remise du label et du certificat de reconnaissance Ami Handicap. Eh bien, le colonel a exprimé ses remerciements, en particulier envers le directeur général de la NPH et son équipe. Il a souligné son engagement constant pour la protection des droits des personnes vulnérables, en particulier des personnes handicapées, en se référant aux préceptes de notre religion qui enseigne: celui qui soulage un croyant d'une difficulté, Allah le soulagera des difficultés du jour du jugement. Il a indiqué que cette initiative découle de la vision éclairée du chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguele. Le colonel de la garde-côte a également loué les efforts que ces corps fournissent à l'assistance des naufragés. De son côté, le directeur général de l'ANPH a exprimé sa gratitude au nom des personnes en situation de handicap envers le colonel, tout en soulignant qu'il est le premier haut gradé à recevoir une telle distinction. Il a également mis en avant son engagement continu en faveur de l'employabilité des personnes en situation de handicap, tout en soulignant le rôle social important des militaires dans la société. Le directeur général a continué à encourager le colonel et a appelé à suivre son exemple. La cérémonie de remise du label Ami Handicap s'inscrit dans le cadre de la promotion, la participation, l'intégration et l'égalité des chances des personnes handicapées. Cette reconnaissance, a-t-il dit, témoigne des efforts constants du groupe pour créer un environnement de travail inclusif, soulignant l'importance de l'inclusion du handicap dans les politiques de recrutement de travail. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi une délégation de la ville chinoise de Yangzhou qui a tenu aujourd'hui une réunion avec le maire de Djibouti, M. Seri Daoud, en présence de l'ambassadeur chinois à Djibouti. La délégation, composée des représentants commerciaux, d'entrepreneurs, est arrivée à Djibouti pour une mission d'affaires de plusieurs jours afin d'explorer divers domaines d'investissement avec les autorités locales. Lors de la réunion, le maire de la ville de Djibouti, Seri Daoud, a accueilli chaleureusement la délégation et a exprimé sa volonté de renforcer les liens économiques entre Djibouti et la Chine. De son côté, l'ambassadeur chinois a salué les efforts de coopération entre les deux pays et a encouragé les entreprises chinoises à explorer les opportunités d'investissement à Djibouti en mettant en avant les avantages géographiques et économiques du pays. La délégation chinoise a exprimé son intérêt pour divers secteurs, notamment l'infrastructure, les transports, l'énergie, le tourisme. Il prévoit de rencontrer des représentants du gouvernement djiboutien et des acteurs du secteur privé pour discuter des projets concrets, des partenariats potentiels. Cette visite témoigne de l'engagement continu de la Chine à renforcer sa coopération économique avec Djibouti et à contribuer au développement économique et social du pays. Le maire de la ville de Djibouti, M. Seri Daoud, a souligné le potentiel économique de Djibouti en tant que plaque tournante régionale pour le commerce et les investissements. Écoutons-le. Je voudrais réitérer mes remerciements pour le maire adjoint de la ville de Yangzhou qui a fait tout selon ce déplacement dans le cadre de renforcement de la coopération décentralisée entre les deux villes que nous avons signé depuis l'année dernière, un jumelage, une coopération de développement entre les deux villes. Aujourd'hui, je peux dire, on va ouvrir le premier entrepôt d'outre-mer de la ville de Yangzhou cet après-midi à la Free Zone. C'est pour dire que voilà, les premiers fruits d'une année, nous l'avons déjà établi et un modèle, un exemple pour le renforcement de la coopération décentralisée. Et c'est dans cet esprit-là qu'on voudrait développer sur la feuille de route et les instructions que le chef de l'État, le président de la République, nous a ordonné de développer les relations entre le peuple et les villes des pays amis. Nous sommes en très bonne relation avec la République populaire de Chine et Djibouti, c'est notre premier partenaire économique.
je crois, et je demanderai aussi, comme il l'a réitéré et demandé le ministre de la décentralisation hier, que les autres régions de la ville de Djibouti, les communes aussi, développent des relations avec les villes de la République populaire Chine, qui est un pays ami de la République de Djibouti. Sans transition, la délégation chinoise, présidée par le maire de la ville de Yangzhou, a marqué une étape significative en inaugurant un entrepôt en collaboration avec le maire de Djibouti. Cet événement témoigne de l'approfondissement des relations entre la Chine et Djibouti, renforçant ainsi la coopération économique et commerciale entre les deux nations. L'entrepôt situé à Balbala, dans un emplacement stratégique, devrait jouer un rôle crucial dans le développement économique de Djibouti et renforcer sa position en tant que plaque tournante régionale du commerce, dotée de technologies de pointe et de capacités de stockage importantes. Il offrira des infrastructures modernes pour faciliter les échanges commerciaux et stimuler la croissance économique locale. Eh bien, cet événement marque une nouvelle étape dans la coopération sino-djiboutienne et témoigne de l'engagement des deux parties à renforcer leurs relations dans divers domaines, alors que la Chine continue d'investir dans des projets d'infrastructure à Djibouti. Le pays devient de plus en plus un centre névralgique pour le commerce et la connectivité dans la région. Je vous emmène en Suisse à présent, où le président de la Commission nationale des droits de l'homme, M. Alessou Bane Ateye, a conduit une délégation composée du Dr Mohamed Ibrahim Hassan, commissaire et du secrétaire général Djibril Osman Al-Fani, pour participer à la réunion annuelle de l'Alliance globale des institutions nationales des droits de l'homme. Le thème central de la conférence annuelle a été les entreprises et les droits de l'homme et le rôle de l'INDH plutôt, avec l'adoption d'une déclaration par les membres participants. L'Assemblée générale a quant à elle examiné le rapport d'activité, le rapport financier et l'état du processus d'accréditation. Au cours de l'Assemblée générale, les participants ont eu l'occasion d'échanger en 2 séances les expériences et les bonnes pratiques qui ont suivi le 14e conférence de Copenhague du 8 novembre dernier sur la torture et les très mauvais traitements, ainsi que sur la protection de la promotion des droits des personnes déplacées et des apatrides. En marge de l'Assemblée générale de la conférence annuelle, les 4 réseaux régionaux ont organisé des réunions. La CNDH a participé à la réunion Réseau des institutions nationales africaines et des droits de l'homme. Tourisme à présent, où dans la continuité des îles Moucha, Mascali, du projet de nettoyage de l'ensemble des sites touristiques de Djibouti, un élan de solidarité pour la préservation plutôt des sites touristiques initié par l'Agence nationale du tourisme de Djibouti, en partenariat avec l'Institut de la francophonie pour le développement durable, a mobilisé la société civile pour une action écologique d'envergure, la journée nettoyage de la mangrove de Godoria et de la plage. Ainsi, cette initiative qui s'est tenue hier dans la région de Bok a vu la participation active du directeur de l'Agence nationale du tourisme de Djibouti, Osman Abdi, du préfet de Bok, Moussa Adam Migri, ainsi que du président du conseil régional, Mohamed Ismail. Ensemble, ils ont pris la tête des opérations pour nettoyer la magnifique plage de Godoria ainsi que sa mangrove, démontrant leur engagement envers la protection de l'un des sites touristiques ayant un écosystème des plus vitaux de la région. Protégeons nos mangroves pour la pérennisation de leur écosystème et pour un développement durable du tourisme. Tel était le message clé de cette journée, soulignant l'importance non seulement comme un atout majeur pour le secteur touristique de la région de Bok, mais aussi pour la biodiversité marine et indispensable, joue un rôle crucial dans la protection de l'érosion côtière, essentiellement pour de nombreuses espèces marines. L'effort collectif des nettoyages s'inscrit dans la préservation, visant à agir ensemble pour la préservation de ces trésors naturels, ont-ils indiqué. L'événement a été également l'occasion de sensibiliser le public de l'importance de maintenir un environnement propre, sain et de promouvoir des pratiques durables qui bénéficieront aux générations futures, écoutant les autorités locales. Aujourd'hui, nous sommes honorés, le préfet et moi, de pouvoir accueillir ici le directeur général de l'Agence nationale du tourisme et son équipe avec l'association qui nous a invités. Nous nous trouvons ici, comme vous le voyez, à Godoria. Godoria, c'est avant tout la forêt des mangroves. Et comme le disait maintenant le préfet et le directeur, Godoria, c'est le bijou à Obok. Au Obok, nous avons beaucoup d'endroits touristiques qu'il faut valoriser. Et bien sûr, Godoria en fait partie avec le phare d'Erasbir, avec également la résidence de la Garde. Il y a d'autres monuments aussi qu'on veut valoriser. Aujourd'hui, nous sommes venus faire une action de nettoyage. Et c'est l'occasion pour nous également de mettre en valeur
cette forêt. Cette forêt, qu'il faut la rappeler, cette forêt de mangrove, c'est la seule forêt de mangrove où nous trouvons les 4 espèces de mangroves qui sont répertoriées à Djibouti. Donc il faut la sauvegarder. Nous voulons qu'il y ait la promotion de l'écotourisme et également c'est l'occasion pour moi de profiter de ces micros pour donc voilà, rappeler que Godoria fait partie du plan de développement régional et que pour la valoriser, il faudra avant tout qu'on cherche à mettre en valeur dans tous les bois morts qui sont dégagés de la forêt, mais également comme il y a beaucoup de touristes qui viennent ici à Obok, et quand le touriste vient à Obok, leur première destination, c'est Godoria. Nous sommes réunis ici en collaboration avec l'Agence nationale donc, du tourisme djiboutien pour une journée de nettoyage de site à Godoria. Ce site protégé est normalement aussi pour nous un site touristique. Et en préparation donc de l'été qui arrive et pour les estivants, nous avons privilégié cette date d'aujourd'hui avec le conseil régional, la préfecture, les associations d'Obok. Tout le monde s'y met à l'œuvre aujourd'hui pour nettoyer et préparer donc le site pour les estivants. Notre deuxième objectif, c'est de promouvoir le tourisme dans la région d'Obok. La région d'Obok a une potentialité donc énorme pour le tourisme. Et c'est ça ce que nous voulons donc mettre en avant et surtout visibiliser. Écoutons à présent le directeur général du tourisme. Je suis très content aujourd'hui d'être présent ici dans la région de Godoria, à Obok. Godoria, c'est un site touristique d'importance capitale pour le développement de la région d'Obok. Comme le préfet avait dit, c'est un site que nous devons promouvoir à nos concitoyens, leur montrer, leur inviter à venir séjourner ici. Vous avez vu, les mangroves sont là, les mangroves sont des vrais viviers pour les espèces qui y vivent. Et nous avons tous cette belle nature que nous devons promouvoir et nous sommes très honorés d'accueillir tous nos Djiboutiens à découvrir cette belle région. Et dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, le bilan des inondations qui ont frappé le Kenya s'est alourdi à près de 277 morts, a annoncé hier le porte-parole du gouvernement, Isaac Humra, dans un communiqué qui a annoncé que 411 000 personnes ont été affectées et que 58 000 autres placées par les inondations dans le comté de Nairobi. Cette communication intervient alors que les écoles ont finalement ouvert leurs portes lundi après des multiples reports dus à des graves inondations initialement prévues pour le 29 avril. La réouverture a été reportée au 13 mai, mais certaines écoles restent fermées dans l'attente des travaux de réparation. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti. Restez avec nous.